Bonjour YouTube, ici Largo pour la poursuite de nos aventures dans le royaume de la discorde. Je vous rappelle que je suis rendu à Roc-Logis et que malheureusement je me suis trop attardé dans une petite maison du quartier résidentiel. Je suis tombé sur une patrouille de garde qui m'a enfermé. Et mon aventure s'est achevée là. Donc je vais reprendre à ce point si vous en êtes d'accord et c'est un essai supplémentaire. Je crois que nous sommes rendus à 7, mais le bon chiffre sera celui qui se sera affiché en bas à gauche, puisque parfois je perds un peu le compte. Donc, j'en étais où? J'en étais ici, où je venais de trouver un livre qui m'apprend l'éveil des objets. Donc je vais sortir et continuer mon chemin, 97. Pourvu que je puisse arriver sur cet essai jusqu'à la Cité Libre, mais ça fait quelque temps maintenant que j'y essaye. Le soleil est à présent couché. La garde de la ville patrouille dans les rues et ordonne aux habitants de rentrer chez eux. C'est le couvre-feu, et à voir la manière dont un ivrogne est passé par le fil de l'épée, vous comprenez que les gardes ne plaisantent pas. Il vous faut quitter la ville. Si vous rejoignez l'entrée de Roc-Logis en faisant le même parcours en sens inverse, rendez-vous au 318. Alors l'autre sortie ne mène à rien, donc ça sera 318. Si le couvre-feu est en vigueur, 413. Eh bien, c'est bien le cas. 413. À cause du couvre-feu, les gardes postés à l'entrée de l'arche qui marque la limite de Roc-Logis risquent bien de ne pas vous laisser passer. Si vous connaissez le sortilège Invisibilis et que vous souhaitez l'utiliser, 377. Si vous tentez de les corrompre pour sortir de la ville, rendez-vous au 152. J'ai pas mal d'or, je vais essayer de les corrompre. Voilà, on va voir ça. 152, c'est un choix que je n'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Choisissez le montant que vous voulez leur offrir et ensuite lancez 2 dés. Si vous avez le talent habile négociateur, vous pouvez relancer une fois les dés en cas d'échec. Je ne suis pas habile négociateur. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal au prix que vous leur proposez, ils vous laissent passer. Si le total est supérieur, ils refusent. Allez, je vais leur offrir 10 pièces et je vais passer à 12. Donc je lance 2 dés en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Le chiffre probable, c'est 7. C'est bon. À l'instant, j'ai eu un petit coup au cœur que cette vidéo s'affiche immédiatement. 188. Une fois à l'extérieur, vous vous dépêchez de rejoindre vos compagnons dans leur repère improvisé. 41. Vous êtes accueillis par les cris de joie de vos compagnons et sans plus attendre, vous leur racontez ce que vous avez appris à Roc-Logis. Tête gauche ponctue votre récit en hochant la tête. Lorsque vous leur avez tout dit, vous convenez de vous rendre à la passe du Bourbier, dès demain soir. Il ne vous faudra que 2 heures de marche pour atteindre les contreforts de la chaîne du Pic Noir. Sous le couvert de la nuit, il sera plus aisé de rejoindre la passe. Vous décidez à présent de manger les victuailles que le centuplide vous a dégotées. Des souris du désert et des racines de goutelac. Quel régal! Dites-vous sur le ton de l'ironie tout en affichant un rictus de dégoût. Cette nourriture vous permet toutefois de vous rassasier. Vous sombrez avec Zilla dans un sommeil sans rêve, pendant que Tête Gauche veille sur vous, l'arme au poing. Rendez-vous au 354. Lorsque vous vous réveillez, la matinée est déjà bien avancée. Zilla et Tête Gauche sont tous les deux debout. Le spectacle de la jeune fille faisant effectuer des exercices de déclamation à l'homme lézard a de quoi vous déconcerter. Après un déjeuner frugal, vous passez le reste de la journée à définir quel serait le chemin le moins risqué pour atteindre la passe. Vous optez finalement pour le choix de contourner Roc-Logis par le nord, pour profiter de l'ombre des promontoires rocheux qui se dressent çà et là. Le voyage se passe effectivement sans aucun problème. Vous ne croisez pas âme qui vive.
À la tombée du jour, vous découvrez aux abords des premiers contreforts des chevaux et des crussacs étendus sur le flanc. Ne gisent que les montures. Aussi, en déduisez-vous qu'il devait s'agir de fugitifs, comme vous, qui ont dû être capturés. Ce spectacle vous fait frissonner. La nuit est complètement tombée lorsque vous arrivez devant une immense paroi montagneuse. Une énorme galerie est creusée dans le milieu de la falaise. Elle mène quelques kilomètres plus loin à la passe du Bourbier. Si vous connaissez un autre accès, rendez-vous au paragraphe qu'on vous a indiqué. Effectivement, c'est le 105. Comme on vous l'a expliqué, vous longez la paroi sur votre gauche. Après une recherche que l'obscurité de la nuit rend particulièrement pénible, vous trouvez la pierre marquée d'une étoile. Vous entamez le premier l'escalade sous le regard inquiet de Zila. De bonnes prises parsèment la falaise, ce qui facilite votre ascension. Après une dizaine de mètres, vous apercevez l'entrée d'un tunnel ovoïde. Tête gauche vous suit et il grimpe prestement, malgré la jeune fille pendue à ses épaules. Après un bref échange de regards, vous baissez la tête et vous vous engagez, courbé en deux, dans les ténèbres. Si vous avez adopté Amuncio la Corneille, ce n'est pas le cas. Rendez-vous au 370. Des rayons lunaires se reflètent sur les pierres polies du tunnel, éclairant très faiblement le passage. Au bout de 20 minutes d'une progression harassante, le tunnel se divise en 3 directions. Alors, on peut aller sur le passage qui descend droit devant vous. Sinon, on peut aller sur la droite ou sur la gauche. Alors, je crois qu'il faut d'abord aller sur la gauche. Je crois que c'est plutôt à droite. Il faut trouver l'antidote. Alors là, je vais m'autoriser une petite chose que je ne fais pas d'habitude. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est bien ça. C'est sur la gauche qu'il faut aller d'abord. C'est 314. 314. D'où l'intérêt de prendre des notes. Le tunnel débouche sur un cul-de-sac. Vous faites demi-tour lorsque Zila vous montre une main décharnée sur le sol. Ses doigts sont serrés sur une fiole étiquetée « effluve de Draliante ». Vous la prenez et retournez à la bifurcation. A noter que là, il manque peut-être le petit texte en italique, comme quoi on prend un objet. Alors, effluve de Draliante. Alors, j'ai plus de place. Effluve de Draliante. J'ai plus de place, c'est terrible. Alors, on peut aller sur le passage droit devant vous. Sinon, on peut prendre le passage sur ma droite. C'est ce que je vais faire à présent au 5. Et voici sur quoi on tombe. Ça a l'air bien méchant. Le passage se prolonge tout droit sur une trentaine de mètres, puis oblique sur la gauche. Après quelques minutes, il s'élargit en formant une grotte de forme ovoïde. À l'autre bout, le chemin continue. Des filaments gluants sont suspendus au mur et parsèment le sol. Vous traversez la grotte avec appréhension en pataugeant dans la substance visqueuse lorsqu'un bruit vous fait lever la tête. La voûte au-dessus de vous est en train de se fissurer et des secousses agitent la paroi. Quelques instants plus tard, un ver rocheux surgit au milieu des débris. Il reprend sa course dans votre direction. Si vous avez de l'effluve de Draliante, 233. J'ai également les mélanges contraires. Mais je vais utiliser l'effluve de Draliante. Rendez-vous au 233. 233. Alors, 233. Vous débouchez la fiole juste à temps et les effluves de Draliante se répandent dans la grotte. Le ver se contorsionne violemment et pris d'une frénésie agressive, il se jette sur la paroi opposée et creuse un nouveau tunnel. Vous ne perdez pas une seconde et quittez cet endroit aussi vite que possible. Rendez-vous au 264.
Le tunnel s'étend sur plusieurs centaines de mètres. À présent, l'obscurité est totale. Après quelques tâtonnements dans le noir, vous apercevez à une faible distance des lueurs vacillantes qui semblent provenir du sol. En vous approchant, vous constatez que le tunnel est constellé de crevasses, chacune assez large pour vous précipiter dans le vide. Vous vous penchez sur ces orifices et, à votre grande stupéfaction, vous voyez à une dizaine de mètres plus bas la galerie principale éclairée par des torches fixées au mur. Les sentinelles sont disposées sur des balcons en bois à quelques mètres au-dessus du sol. En vous penchant un peu, vous parvenez à distinguer plus loin dans la galerie un gigantesque pont qui ne peut être que la passe du Bourbier. Votre cœur bondit dans votre poitrine et vous décidez de presser l'allure. 148. Le passage s'incline dangereusement vers le bas et il vous faut maintenant toute votre attention pour ne pas dégringoler dans la galerie. Jetez les dés pour voir si vous gardez l'équilibre. Alors, c'est 3D, j'ai déjà fait plusieurs fois ce test. Et je ne vais pas prendre de risque, je vais consommer un dé de réserve. Je repasse à 9. Donc, j'ai 3 dés verts et 3 dés rouges. Alors, 1. Oh là là, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ça, c'est quoi? C'est un dé rouge. Eh ben, c'est raté. C'est raté, c'est raté. C'est quand même incroyable ça. Hein. C'est quand même incroyable. C'est raté. Bon, inutile de regarder 3 fois les dés, c'est raté. Si vous échouez, rendez-vous au 103. Voici le 103. Vous glissez et tombez la tête la première dans le plan incliné. Vous atterrissez brutalement sur le sol de la galerie en contrebas. Dans votre chute, vous avez perdu un de vos objets. Heureusement, les gardes ne semblent pas vous avoir entendu. Alors, j'ai perdu un objet, qu'est-ce que je vais supprimer? Je vais supprimer la lettre des frères Counterfield, après. A priori, j'ai le droit. Il n'y a pas de raison, même si je sais qu'a priori, elle ne me servira plus. Quoi qu'on n'en sait rien. Alors, je barre lettre des frères Counterfield. Hop, voilà. Bon, c'est pas trop grave. Dans mes souvenirs, c'était plus grave. Vous êtes tous les trois dissimulés dans un renfoncement de la paroi. Face à vous, 6 sentinelles vont et viennent dans l'entrée de la passe, sans jamais la traverser. Vous remarquez d'ailleurs qu'elle est constellée de flèches. Lorsque les gardes rebroussent chemin vers la galerie derrière vous, vous vous précipitez vers le pont. 350. Je suis impatient d'arriver plus loin pour tout vous dire. Zilla s'arrime fermement sur le dos de centuplide. À votre signal, vous courez tous les deux vers le pont. Derrière vous, des cris de fureur se font entendre. Les gardes se précipitent à votre poursuite. Vous avez l'impression que votre cœur va exploser tant vous mettez d'énergie dans cette course folle. La faille de Taza s'étale à présent devant vous, telle une gigantesque cicatrice zébrant la surface de la terre. La passe du Bourbier l'enjambe sur une distance de 500 mètres. Vous forcez l'allure et entamez la traversée. Alors que vous êtes sur le point d'atteindre le milieu du pont, vous entendez Zilla hurler. Vous faites volte-face et découvrez le centuplide étalé de tout son long. Derrière lui se tient un être encapuchonné dont la taille dépasse les 2 mètres. Sans prendre le temps de réfléchir, vous vous reluez sur lui en criant à vos compagnons de traverser le pont. Rendez-vous au 182. Alors 182. Voici le guerrier Crimal, sauf erreur. Vos coups font reculer votre mystérieux ennemi, permettant à Tête Gauche et à Zilla de continuer leur course. Soudain, l'énorme silhouette ôte sa cape et vous la jette au visage. Vous l'esquivez sans peine et contemplez devant vous un géant à la peau blanc laiteux, parsemé de veines mauves et saillantes. Son crâne est rasé, hormis une petite tresse de cheveux sur le sommet de la tête. Il vous toise d'un regard féroce en vous menaçant de son trident. Vous avez devant vous un crinal du Sve Hagen.
Si vous désirez prendre la fuite en courant vers l'autre extrémité du pont, 349. Sinon, on combat 5D. Alors, voici le combat important, les enfants. C'est un mini-boss, voire le boss. Donc, 5D, j'en ai 9. Donc, voici mes 4 dés verts et voici les 5 dés rouges. Donc, il faut au moins que j'ai 2 dés de plus. Facile. Donc, 4. Donc, je vais rajouter 3 dés. Et je vais passer à... Allez, 4 dés pour être sûr, parce qu'il ne faut pas que je me plante ici. Donc, je vais passer à 5 dés de réserve. Voilà, allez. Bon, là, je vais faire 2 jets comme ça, parce que sinon, ça va se mélanger, ça va être le bordel. Alors, j'ai un 5, j'ai un 3, j'en ai 4. Et ensuite, pour lui, il n'en a que 3. Donc, c'est bon. Je suis victorieux. Rendez-vous au 400. Vous croyez en avoir fini avec lui. Mais vous voyez avec stupéfaction le crinal se relever. Il repart à l'attaque et vous force à reculer. Heureusement, vous évitez de justesse la chute dans le vide. Le colosse lâche alors son trident et dégaine un fléau d'armes. Si vous désirez utiliser un objet, rendez-vous au 319. Si vous désirez jeter un sort, 368. Alors, est-ce qu'on utilise nos mélanges contraires? J'ai pas envie d'utiliser mes mélanges contraires. Peut-être qu'ils me serviront un peu plus tard. Je vais tenter de les garder. Donc, j'utilise un dé et je passe à 4. Donc, je vais lancer 5 dés verts contre 3 dés rouges. 5 dés verts contre 3 dés rouges. Allez. Ça sent pas bon. Vert, vert. Hop. Eh bien, c'est égalité. Ah! J'ai oublié un truc. J'ai l'armure de cuir. Donc, l'armure de cuir me rajoutait un dé. Donc, je vais l'utiliser, bien sûr, à chaque combat. Ce qui fait que je vais économiser un dé de réserve. Donc, je passe à 6 au lieu de 4. On ne va pas non plus mettre une difficulté supplémentaire. Hein. Ne pas oublier le dé de réserve. Je recommence. Bon, là, ça doit être bon. 3. C'est bon, c'est victorieux. 397, ce n'est pas loin. Heureux d'avoir échappé à ce terrible adversaire, vous continuez votre course. La présence d'un crinal aux côtés de la phalange a de quoi soulever de nombreuses questions, mais pour l'heure, vous vous contentez de courir sans ralentir l'allure. Votre rencontre avec le crinal vous fait gagner 1 point d'information. Ah, ouf! J'ai eu peur de ne pas avoir le 7e, en fait. Je passe à 7 points d'information. Vous parvenez sans mal à l'autre extrémité de la passe et vous vous engagez dans un large passage à ciel ouvert. Lorsque vous arrivez enfin à l'air libre, épuisé et meurtri, le paysage autour de vous ne ressemble plus du tout à celui que vous avez quitté en pénétrant la montagne. Vous voici dans les marais du Bourbier, l'unique territoire de Shannara qui ne soit pas encore tombé sous le joug des princes félons. En observant attentivement la scène, vous constatez que vous n'êtes pas le seul. Si vous avez adopté Adnunciula Cornel, celle-ci réapparaît dans le ciel au moment où vous émergez de la montagne et vient se poser sur mon épaule. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais je le livre pour animer les morts. Lequel est le mieux? Je ne saurais vous dire à cet instant. 140. On a une petite illustration. Voici le 140. Ils ont l'air assez patibulaires. Des dizaines de regards sont posés sur vous. C'est une troupe hétéroclite qui vous fait face. Des Sandroves armés d'arcs vous tiennent en joue. Quelques éowines qui doivent vous arriver à la taille font tournoyer leur fronde en vous dévisageant d'une expression teigneuse. D'énormes centuplides de gabarit de tête gauche
du gabarit de tête gauche agitent nerveusement leurs armes. Vous comprenez que vous avez devant vous l'avant-garde de la meute d'Orune. Des combattants viennent aussitôt se poster à l'entrée pour surveiller le passage qui mène à la passe. Un centuplide aux écailles bleutées s'entretient avec votre compagnon. Zilla se blottit contre vous et observe nerveusement autour d'elle. On vous agrippe fermement les bras et on vous désarme. Notez que vous n'avez plus d'armes. Tête gauche vous fait un signe de tête en vous jetant un regard complice. Vous n'avez pas le choix, il vous faut les suivre. Votre joie d'avoir traversé le pont aura été de courte durée. Rendez-vous au 369. On vous escorte par un chemin boueux qui serpente entre des mares couvertes de roseaux. Vos connaissances de la région remontent à l'académie, mais vous vous souvenez toutefois que le marais du Bourbier s'étend sur les centaines de kilomètres vers le nord et vers l'est. C'est une zone inhospitalière où jamais un groupe civilisé n'a pu s'établir tant les conditions de vie y sont particulièrement difficiles. Beaucoup de voyageurs qui y séjournent longtemps finissent par développer le mal du marais, une affection qui trouble l'esprit. Bien que vous ne soyez pas versé dans les arts curatifs, à en juger par les sombres marques caractéristiques qui cernent les yeux de vos ravisseurs, vous devinez que le mal du marais est à l'œuvre. Le chemin que vous empruntez passe par une clairière recouverte de champignons gigantesques. Certains atteignent la taille d'une maison. Plus loin, à proximité d'un plateau herbeux, un étang parfaitement circulaire se niche entre les saules. Fourbu, vous arrivez enfin en vue d'un campement. Rendez-vous au 43. 43. Après 2 heures de marche, vous êtes trempé. L'humidité du bourbier est telle que vos vêtements sont rapidement imbibés d'eau. Vous arrivez épuisé dans un campement de fortune. Des centaines d'abris faits de roseaux et de feuilles de garrote sont disposés tout autour du plus grand saule qu'il vous a été donné de voir. De petites terrasses, depuis lesquelles des guerriers en armes scrutent l'horizon, sont fixées aux arbres autour du camp principal. Une maisonnette de pierre, dont le toit s'est effondré, se trouve devant vous, juste à côté du grand saule. Elle est recouverte d'une toile épaisse et son entrée est flanquée de 4 sentinelles. Des centaines de combattants, hommes et femmes, humains et non humains, s'affairent tout autour de vous. Vous protestez lorsqu'on vous sépare de Zilla. Tête gauche pose sa main griffue sur votre épaule et prend une expression qui se veut rassurante. Avec dépit, vous consentez à ce qu'on vous emmène dans une hutte à l'écart du campement. Vous apprenez que le chef de la meute, Orune, est parti voilà plusieurs jours avec quelques guerriers vers Talicentre. Ces partisans restés dans ce campement ont l'air très anxieux de ne pas avoir de ces nouvelles. Durant 5 jours, vous restez enfermé dans cette cahute misérable. Ce repos forcé vous fait gagner 2 dés de réserve. Je repasse à 8. On vous accorde une sortie 2 ou 3 heures par jour, toujours sous bonne garde pour vous laisser vous dégourdir les jambes. Tant qu'Orune ne sera pas de retour, personne ne prendra de décision vous concernant. Cette situation ne vous rassure qu'à moitié. Toutefois, vous en profitez pour vous imprégner de la vie du camp. Le nombre de rebelles avoisine 300 individus. Ils sont dotés d'un excellent sens de l'organisation, à en juger par la manière dont ils ont transformé cet endroit inhospitalier en un refuge imprenable. Vous finissez même par faire la connaissance des 2 sbires qui vous escortent en permanence, Neazinka et Lesakine. Bien qu'il vous ait fait comprendre dès le départ qu'il n'hésiterait pas à vous tuer si vous tentiez de vous échapper, vous avez à plusieurs reprises discuté cordialement avec eux. Neazinka était une voleuse à Talicentre. Après avoir dérobé le cheval d'un riche négociant, elle fut emprisonnée par la Phalange Noire et libérée par la meute d'Orune lors d'une bataille aux abords de Pitol. Lesakine, quant à lui, était un aventurier qui vendait sa lame au plus offrant. De retour d'un périple dans le désert de Sadé, il arriva à Shennara au moment où les princes prirent le pouvoir. Recherché par la Phalange Noire pour avoir tué un milicien dans une taverne, il rejoignit la meute dans le but d'échapper à ses poursuivants. Tous deux
aspirent comme vous à gagner Kronstadt dès qu'ils le pourront. Depuis votre arrivée au camp, vous n'avez plus eu de contact avec Zila. Chaque jour, Tête Gauche vient vous donner de ses nouvelles en vous rassurant sur ses conditions de détention. Elle séjourne dans la maison de Pierre, le seul endroit auquel vous n'avez pas accès. Le soir du 5e jour, la tension dans le camp est palpable. Orun se serait fait attaquer aux abords de la passe. Il serait en vie et sur le chemin de retour. Après cette nouvelle, vous n'avez plus l'opportunité de mettre un pied dehors et la porte de votre hutte reste close. À la nuit tombée, alors que les lunes culminent dans le ciel, une troupe de 6 hommes fait irruption dans le camp. Ils transportent un blessé qui est accueilli par des hurrahs. Vous attendez avec impatience la suite des événements. Après quelques heures de veille, vous vous effondrez sur votre couche spartiate et sombrez dans un sommeil agité. Rendez-vous au 162. Vais-je passer ce chapitre? Je l'espère. Lorsque vous vous réveillez, vous avez peine à déterminer l'heure qu'il est, tant une brume épaisse masque le soleil. Une odeur de pourriture et d'humidité emplit vos narines. Vos gardiens habituels, tous deux armés et vêtus d'armure de cuir clouté, font irruption dans la hutte et vous enjoignent de les suivre. La mine sombre, ils vous escortent jusqu'à la bâtisse de pierre. Un guerrier à la haute stature vous ouvre la porte. Derrière un rideau de toile, vous distinguez une pièce parsemée de chandelles dont la flamme vacille à votre entrée. Un feu brûle dans l'âtre de pierre à l'opposé de la salle. On vous fait asseoir à même le sol sur un épais tapis dont l'aspect luxueux détonne avec l'humilité du reste de l'ameublement. La chaleur bienfaisante vous réchauffe les os et vous commencez presque à vous sentir à votre aise lorsqu'un homme à la silhouette élancée fait son apparition. Tête Gauche l'accompagne, la mine sévère. Les cheveux de l'homme sont roux et mal coiffés. Il porte la moustache et le bouc. Son bras gauche est entouré, je suppose, d'un bandage. Voici Orun. D'un bandage détrempé de sang. Il s'assied dans un fauteuil en face de vous et vous examine de longues minutes de son regard perçant avant de prendre la parole. Le destin nous joue parfois des tours. À la bataille de Drantarel, j'ai perdu un de mes meilleurs combattants et j'ai échoué à capturer une monnaie d'échange inestimable. Il accompagne ces mots d'un regard vers Zila, assise sur un coussin près de l'âtre. « Et toi, tu me la ramènes tous les deux ?» Il ricane et poursuit. « Je devrais sans doute te remercier, mais ce n'est pas dans mes habitudes. » Après une pause, pour jauger votre réaction, il poursuit longuement son discours, les yeux soudainement perdus dans le vide. Vous avez de plus en plus de mal à le suivre. Ses propos deviennent tantôt énigmatiques, tantôt incohérents, et son regard brûle d'une fièvre intense. Vous décelez là la marque du mal du marais. Orun est en train de sombrer dans la folie. Après un long silence, il reprend son monologue. « Je suis Orun, étranger, je suis la malédiction des princes, le justicier des marécages, le fléau des dieux, je suis la loi de la meute. » Ses lèvres tremblent pendant qu'il vous parle. Il vide d'un trait une coupe de vin et continue. « Toi, tu vas me servir, car c'est dans l'ordre des choses. Tu vas faire partie de mes loups, de mes chiens de guerre, et je te récompenserai, et je récompenserai ta valeur en exaucant ton souhait de te conduire à Kronstadt, car c'est bien là où tu veux aller, n'est-ce pas? Comme tous ceux qui me rejoignent, dit-il d'un air entendu en regardant Tête Gauche. Il ouvre ensuite un petit coffret et en sort une fiole emplie d'un liquide incolore. C'est sans aucun doute le fameux Dédi sur Nem, la potion de soumission dont Tête Gauche vous a déjà parlé. Il nous faut trinquer pour sceller ton engagement à mes côtés, dit-il. Mais avant cela, raconte-moi ton histoire. Qui es-tu? Pourquoi cette jeune sorcière t'accompagne-t-elle? Pourquoi te rendre à Kronstadt alors qu'à l'autre bout du bourbier, il y a des cités bien plus agréables que ce repère de voleurs? Il est à présent de comptabiliser vos points d'information. Si vous avez un total de 6 points au moins, rendez-vous au 39. Ce n'est pas le cas. J'ai 7 à 11 points, c'est bon. Et de 12 points, alors 12 points, je ne sais pas pour l'instant comment faire pour avoir 12 points d'information à cet endroit de l'histoire. C'est terrible. Je vais au 295. Vous racontez votre histoire depuis le commencement, votre mission au service de l'impératrice, votre visite au port de Gizorn
et votre enquête sur la gestion du royaume. Vous expliquez avec moult détails ce que vous savez de la grande purge contre les sœurs zélotes de Sinistrose et de la dissolution de l'ordre des chevaliers de la Rose Grise. Vous racontez enfin la révélation que vous a faite Sinistrose elle-même concernant son lien avec Zilla et la nécessité de mettre la jeune fille à l'abri à Kronstadt. Malgré sa folie apparente, Orun est un fin observateur de la situation à Shannara. Ces informations complètent admirablement votre récit. Il semblerait que ce soit les princes eux-mêmes qui aient planifié l'assassinat du roi Argélite il y a 5 ans, en pactisant avec Osrom, le chef des clans Crinal du Svergen. Récemment, des Crinal ont même été aperçus dans la région de Roklogis en train de prêter main forte aux miliciens de la phalange. Vous confirmez ces paroles en lui racontant votre combat contre un de ces barbares du nord sur la passe du Bourbier. Plus grave encore, vous apprenez que les sœurs zélotes, réduites en esclavage par les princes régents, ont été forcées d'invoquer des infratames, des êtres d'en bas, au mépris des édits impériaux interdisant de telles pratiques. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu dans votre esprit et le tableau qui s'offre à présent à vous est terrifiant. La félonie des nouveaux suzerains de Shannara met en danger l'équilibre même des 5 contrées. Alors que vous terminez votre récit, des cris éclatent à l'extérieur. Soudain, une détonation fait vibrer les murs de la maison. Quelques instants plus tard, il s'écroule comme un château de cartes, vous ensevelissant sous les décombres. À grand-peine, vous vous dégagez des débris de pierre. La poussière vous étouffe et vous luttez pour ne pas vous évanouir. Zilla et tête gauche sont étendues plus loin. La jeune fille saigne d'une blessure au front, mais semble vivante. Le centuplide la soulève du sol et avec son aide, vous parvenez à vous extirper des ruines de la maison. Le spectacle qui attend dehors vous coupe le souffle. Rendez-vous au 242. Je ne suis jamais arrivé jusque-là, je suis en terrain inconnu, c'est terrible. Je suis excité comme une puce. 242. Dans le campement, c'est le chaos qui règne. Les brigands de la meute courent en tous sens. Plusieurs balcons fixés aux arbres sont détruits. De gros rochers sont amocelés sur le sol. En levant les yeux, vous comprenez la situation. De grands oiseaux noirs semblables à des vautours dont l'envergure avoisine les 4 mètres tiennent entre leurs serres d'énormes blocs de granit qu'ils lâchent sur le campement. Ce sont des aphmérides, des oiseaux de guerre. Les archers de la meute tirent des volées de flèches dans toutes les directions. D'autres combattants se réfugient sous le grand saule. Alors que vous réfléchissez à la façon de vous sortir de ce guêpier, vous entendez des hurlements au-dessus de votre tête. Avec horreur, vous voyez un autre groupe d'aphmérides fondre sur le campement. À chaque oiseau est suspendu un guerrier crinal. Ils les déposent à quelques mètres du sol et reprennent de l'altitude. Les crinals dégainent leur large cimetière et chargent les défenseurs du camp. La panique est totale. Vous criez à tête gauche de mettre Zilla à l'abri. Il acquiesce et entraîne la jeune fille avec lui vers la clairière recouverte de champignons géants. Soudain, vous ressentez une étrange sensation. De la magie est à l'œuvre. Il vous est impossible de vous concentrer pour lancer un sortilège. Il vous faut agir avec prudence, car vous êtes également sans arme. Que faites-vous? Vous allez sous le grand saule, vous cherchez une arme dans les décombres de la hutte. Rendez-vous au 29. Je vais aller directement sous le grand saule. 155. Les rebelles se préparent à l'offensive. Ils enfilent des pièces d'armure et empoignent leurs armes. Dans l'accueil, vous parvenez à retrouver tout l'équipement qu'on vous avait confisqué. Ouf, vous gagnez 2 dés d'action de réserve. Je repasse à 10. Notez tout de suite. Des rumeurs au sein de la meute parlent d'une autre attaque venant de la passe du Bourbier. Les troupes se séparent. Des contingents de combattants humains accompagnés de groupes d'Éowyn munis de frondes et de sarbacanes quittent la brille de Grand Saule pour attaquer les Crinals, distants d'à peine 100 mètres. Neazinka les suit. Une bande d'archers, pour la plupart des Sandroves aux longs cheveux gris,
partent traquer les oiseaux. Enfin, quelques hommes lézards menés par les Akines font route vers la passe du Bourbier. Que faites-vous? Si vous vous dirigez vers les crinales, rendez-vous au 40. Je peux également prêter main forte aux archers. J'ai un arc avec 5 flèches. Rendez-vous au 275. Si vous accompagnez le groupe qui prend la direction de la passe, rendez-vous au 187. Alors je suppose peut-être que je vais gagner un allié selon... Alors les crinales, non, ils sont beaucoup trop forts. Allez, vu que j'ai un arc, je vais prêter main forte aux archers. Je me rends en 275. Non, je change d'avis. Excusez-moi. C'est où? C'est là. Je vais prendre la direction de la passe. Rendez-vous au 187. Le groupe avance à vive allure pendant près de 10 minutes dans le marais sans rencontrer le moindre ennemi. Alors que les Akines proposent de rebrousser chemin pour aller aider les défenseurs du camp, vous entendez un cri droit devant vous. Émergeant de la brume, des dizaines de guerriers en armure noire vous chargent. Le choc est brutal et tout autour de vous, la mêlée fait rage. Une milicienne au crâne rasé et à l'armure bosselée de coups tente de vous fracasser la tête avec sa masse d'armes. Vous évitez de justesse son coup et l'affrontez. Milicienne, difficulté 3D. Donc je peux lancer 5 dés puisque j'ai toujours mon dé de réserve. Donc 5 dés contre 3, eh bien c'est tout prêt. Hop. Alors 1, 1, 3, 1, eh bien c'est égalité. Je recommence. Alors 3, c'est pas vrai que j'ai perdu. Oh, c'est pas possible. J'ai perdu des combats très punitifs quand même. Je n'ai qu'un seul et lui, il en a 3. Donc j'ai paumé. Rendez-vous au 302. Alors, que je ne me trompe pas. Ah oui, alors, écoutez, c'est très simple. Si vous êtes vainqueur, donc ainsi s'achève 7 essais supplémentaires, mais bien entendu, je vais reprendre au même endroit, mais je tiens à comptabiliser correctement tous mes échecs, et le jeu est punitif, donc que voulez-vous, je fais pareil. Donc c'est la fin de cette vidéo, et on aura été un petit peu plus loin, on aura survécu à l'attaque du camp, mais pas très longtemps, il faut bien le dire, Est-ce que j'ai eu raison là de ne pas prendre un dé de réserve? Quand même 5 dés contre 3, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et sur ce type de combat, là j'aurais peut-être pu voir qu'il fallait absolument le réussir, auquel cas j'aurais peut-être mis un dé de plus. Si j'avais été attentionné, j'aurais vu qu'il fallait à coup sûr réussir. Bon, c'est comme ça. Ça sera pour la vidéo suivante du royaume de la discorde, donc de Ère déconique. Illustré par Olivier Reynaud. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure, ma foi, passionnante. Il y a des rebondissements, il y a de l'exploration, il y a de tout en fait. C'est de l'heroic fantasy pur et dur, comme je l'aime en fait. C'est très bien. Et puis ces combats, ma foi, assez simples, moi, me dérangent pas trop. Il faut bien le dire, ça me dérange pas trop, ça fait partie du jeu. On peut manipuler un peu le hasard en affectant des dés de réserve, mais pas trop, comme vous pouvez le voir. Donc à ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne pour la suite.